Accouche et après, un podcast qui raconte l'enfance et ses grands enjeux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche et après. Les études s'accordent pour dire que marcher dans un parc sur la pause déjeuner réduirait l'anxiété ou encore que vivre au contact de la nature rendrait plus heureux. Les moments passés à flâner dans des parcs, à contempler des paysages ou simplement à écouter les bruits de la nature sont associés à une meilleure santé mentale. De récentes études publiées dans le Scientific Reports indiquent même qu'un son d'oiseau serait bénéfique pour notre bien-être. Alors si la nature a de nombreux bienfaits pour l'adulte, qu'en est-il pour l'enfant ? Que la nature lui apporte-t-elle ? L'éveil de l'enfant par la nature, c'est justement le sujet de Recherche-Action qui a valu à Maya Gratier, professeure de psychologie du développement à l'Université Paris-Nanterre, le prix de Recherche-Action 2019 de la Fondation Mustela. Je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui et curieuse de l'entendre sur son sujet de prédilection. Bonjour Maya Gratier. Bonjour. Alors en plus d'être professeure de psychologie du développement et spécialiste du bébé à l'Université Paris-Nanterre, vous étiez membre de la fameuse commission des 1000 jours et vous avez créé un Baby Lab à Nanterre aussi avec des collègues. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Pourquoi, Maya, avoir travaillé sur le sujet de l'enfant dans la nature ? Et quelle est l'importance de la découverte ou de la redécouverte de la nature pour les bébés ? Alors c'est un sujet qui est peu étudié, à vrai dire. Mais moi je suis dans un laboratoire à Nanterre qui inclut des chercheurs en éthologie. Vous pouvez nous préciser, Maya, ce qu'est l'éthologie, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc l'éthologie, ça fait partie de la biologie, dans le champ de la biologie. C'est la science du comportement animal. Donc ce sont des spécialistes de différents modèles animaux, de différents processus dans le monde animal. Et ça peut inclure l'humain. Il y a des éthologues qui étudient l'humain. Et là, on se rejoint avec les psychologues, en fait. Et donc, à force de discuter et parler du chant d'oiseaux dans mon laboratoire, ça a commencé à m'intriguer. Et avec 2 collègues de ce labo, on a fait une première recherche, il y a une dizaine d'années maintenant, sur l'écoute des chants d'oiseaux par des nouveau-nés. Donc là, on était en maternité et on a fait écouter des chants d'espèces différentes. Et de là, on a commencé à avoir des discussions assez passionnantes sur comment le bébé à peine né aurait des connaissances ou en tout cas une attirance pour des sons de la nature, des sons d'autres espèces. Et donc moi, ça a généré chez moi une envie de travailler là-dessus. Bon, c'est aussi un moment dans les 10 dernières années où, en effet, il y a eu pas mal d'études sur les effets de la nature, du contact avec la nature chez les adultes et les enfants. Pas tellement chez les bébés. Voilà, et quand il manque des données, des recherches, ça donne envie d'y aller. Et puis je crois que chez moi, ça a travaillé aussi au niveau de prise de conscience écologique, qui traverse toute la société. Et en tant que chercheur, je crois que c'est important. Mais alors comment vous avez fait ? Parce que quand vous dites que vous avez emmené des sons d'oiseaux à la maternité, ça marche comment, par exemple ? Vous pouvez nous raconter concrètement comment vous faites ? Ouais, donc là, c'est des études qu'on appelle expérimentales, parce qu'on essaie de contrôler au maximum l'environnement. Donc la plupart des connaissances sur les bébés viennent de ce genre de dispositif. On va découvrir que les bébés arrivent à discriminer ou ont des préférences. Donc là, il s'agissait de faire écouter des sons différents en alternance qui étaient associés à des images. Et donc, on va d'abord familiariser le nouveau-né avec l'image et le son. Et pour savoir si, quand tu lui présentes un nouveau son, il arrive à catégoriser, c'est-à-dire à relier l'image et le son. Et ce qu'on découvre, c'est qu'ils arrivent non seulement à lier l'image et le son, mais en fait, quand ils entendent un son qu'ils n'ont jamais entendu, un chant jamais entendu, ils vont regarder l'oiseau qui correspond. Je vous crois pas. C'est assez incroyable. Non, mais pas dès la maternité. Si, à 2-3 jours de vie, oui. En n'ayant jamais entendu de chant d'oiseau. C'est ça qui est très étonnant. C'est justement ce qui nous a intéressés, je crois. C'est l'idée que l'être humain n'a pas besoin peut-être d'être autant éveillé à la nature qu'il y a chez l'humain
un éveil à la nature parce qu'on a évolué. On a évolué en fait dans la nature, on fait partie de la nature, et donc l'humain est dès le départ équipé pour être en lien avec d'autres espèces, pour se repérer dans un milieu naturel. Alors, vous pouvez nous dire comment vous avez commencé, vous, votre propre étude, alors ? Alors, il y a une certaine insatisfaction à étudier le rapport à la nature chez un bébé dans un laboratoire. C'est assez contradictoire. Donc, moi, j'étais embêtée par ça. Et en plus, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce qu'on entend par nature. Et je crois que ça mérite vraiment qu'on s'arrête un petit peu sur la définition. Il n'y en a pas une seule, il y a des tas de débats. Il y a certaines personnes pensent que d'ailleurs on ne devrait pas parler de nature. Qu'est-ce qu'on décrit comme nature est un phénomène très humano-centré, quoi. Mais moi, je dirais quand même que la nature est un espace. D'abord, on ne peut pas dissocier la nature de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est un espace qui est en lien avec les rythmes de la Terre, c'est-à-dire jour-nuit, saison, les rotations de la Terre, tout simplement, qui organisent toute la vie, tout le vivant. Des organismes invisibles, qui sont invisibles pour nous, en tout cas, végétal, animal, champignons, enfin voilà, toutes les espèces qui en fait coexistent dans ces espaces, mais justement notre entourage d'humains est de plus en plus éloigné du reste du vivant, puisqu'on rencontre peu d'autres animaux en tout cas en ville. Je ne vais pas les citer, les animaux qu'on rencontre en ville. Donc, comment vous faites ? Alors, comment on met en place ce genre d'études pour mettre des bébés ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'âge des bébés que vous emmenez dans la nature et où vous les emmenez et comment vous les emmenez ? Ouais. Alors, en fait, l'occasion s'est présentée à moi. J'ai rencontré cet artiste Vincent Vergogne, avec qui ce projet de recherche-action a été monté pour la Fondation Mustela, grâce au prix. Et Vincent Vergogne, donc c'est un plasticien, sculpteur, metteur en scène, qui travaille depuis très longtemps avec les bébés et qui est un de ces artistes qui sait où rencontrer les bébés, parce qu'ils travaillent parce qu'ils sont dans une forme d'attention qui est pas très différente de celle des chercheurs qui travaillent sur les bébés. Donc on s'est compris tout de suite. Et alors lui, la particularité, c'est qu'il est depuis très longtemps intéressé par le lien entre la culture, la nature et l'art. Et il a créé donc un jardin pour bébés. Donc moi, quand j'ai pris connaissance de ce travail et de ce jardin, où que les bébés fréquentent et c'est pas un jardin pour parents, pour promener le bébé, c'est vraiment un jardin pour bébé et presque le bébé amène son parent. C'est quoi la spécificité alors de ce jardin ? Il y a toute une pensée, ça a été travaillé avec un paysagiste, dans une mouvance qui est celle de Gilles Clément, voilà. Mais c'est à hauteur d'enfant, par exemple, vous voyez ? Ouais, c'est ça qu'on essaie pour essayer de visualiser un peu cet endroit. Faut aller le voir parce qu'il est fantastique. C'est où ? C'est dans le parc de la Poudrerie en Seine-Saint-Denis et ça s'appelle le Jardin des Merveilles. Et oui, alors tout est à hauteur d'enfant, mais pas seulement à hauteur, mais vraiment c'est une invitation à la sensibilité de l'enfant. Or, et là je reviens du côté scientifique, on a fait des découvertes majeures sur la perception sensorielle et l'intégration étonnante des sens chez le tout petit dès la naissance. Quand je vous parlais de notre étude en maternité, là déjà on voit que l'ouïe et la vision se coordonnent. C'est extraordinaire ce que vous m'avez... Je trouve ça complètement fou. Et donc là, par exemple, dans le jardin, qu'est-ce que vous avez remarqué ou ce qu'a remarqué Vincent, peut-être, pour commencer ? Ouais, parce que notre projet, c'était pas dans le jardin, mais dans la forêt. Donc déjà, dans ce jardin, ce qui est étonnant, c'est que les bébés sont totalement libres et qu'il y a, par exemple, des pentes et puis même des plantes dangereuses, des orties. Évidemment, les bébés sont pas lâchés dans le jardin. Ils sont accompagnés, mais le jardin est une invitation vraiment à découvrir les odeurs, à toucher, à grimper, à utiliser son corps, sa motricité de manière très libre. Ils ont quel âge alors, les enfants ? Ça va de tout la naissance jusqu'à 3 ans, 4 ans. C'est vraiment fait pour les tout petits, par contre. Et donc vous êtes allé un peu plus loin que ce jardin, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé cette forêt ? Alors j'ai envie de dire qui m'éveille ou qui met la forêt des merveilles ? Ouais, donc Vincent et son équipe, sa compagnie, donc les Deux Mains qui chantent, l'ont appelée la forêt des merveilles. Alors en fait, c'est un parc forestier qui se situe derrière le jardin des merveilles, dans le parc de la Poudrerie,
quand on s'est rencontrés, ils étaient en train d'imaginer des sorties en forêt avec les bébés. Alors ça résonne un peu avec des choses qu'il y a dans la littérature scientifique et qui viennent, par exemple au Japon, il y a cette pratique des bains de forêt, Shinrin-yoku. Et donc il y a déjà quand même une littérature sur l'adulte et sur les bénéfices juste d'être dans la forêt. La forêt, la différence, c'est qu'il n'y a pas de limite définie. Le jardin des merveilles est assez confortable, contenant. Il y a vraiment des espaces qui sont pensés pour qu'on soit rassuré. Et on sait où ça s'arrête. Alors la forêt, il y a une idée du sauvage et du danger aussi, de l'inconnu. Évidemment, nos représentations culturelles de la forêt sont aussi très différentes. Donc pour les parents qui accompagnent, il y a tout ça. Vincent a commencé ça, puis moi je lui ai dit mais ça serait tellement bien de faire une recherche là-dessus. Moi j'essayais de trouver le moyen de faire de la recherche sur le rapport à la nature en extérieur et pas en labo. Puis quand on a eu le prix, est arrivé le Covid, pile au même moment. Mais la grande chance, c'est que Vincent a pu négocier avec le département d'avoir l'autorisation d'aller quand même pendant le confinement, donc vraiment dans la période là, du gros confinement dur. On a pu démarrer le projet. Son projet, c'était vraiment d'amener des bébés avec leurs parents en faisant une sorte de cortège qui partait du Jardin des Merveilles avec des objets et un groupe d'artistes, une sorte de troupe qui partait comme ça. Au début, c'était avec une carriole, et puis après, il y a eu un cheval qui tirait la carriole, et ça, le projet a commencé à prendre d'autres formes. Mais moi, mon objectif en tant que chercheuse, c'était juste d'aller observer. Déjà, on a très peu observé les bébés dans la nature. Et donc, je suis partie avec caméra et enregistreur audio, micro, etc. Donc, j'installais mon matériel. Et qu'est-ce que vous avez observé ? Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ces bébés dans la forêt avec ces artistes. Ouais, donc c'est un petit groupe d'âges différents. Et il y a même eu une femme enceinte et donc quelques semaines, un mois, elle était vraiment juste sur le point d'accoucher. Peu de temps après, le bébé avec quelques semaines, elle est venue avec son nouveau-né. Et puis on avait des plus grands jusqu'à 2 ans à peu près. Et c'était très très intéressant. Alors donc moi j'étais là, donc j'ai observé en direct, et puis j'ai travaillé sur les vidéos et aussi sur juste le son, la bande son. Donc moi je travaille surtout sur les vocalises des bébés, c'est un peu mon sujet de prédilection pointue. Alors ils chantent mieux dans la forêt ? Alors c'est pas qu'ils chantent mieux, mais il y a une sorte d'accordage. Mais déjà tout de suite ce qu'on observe c'est paisible, la paix. Ils sont calmes et extrêmement attentifs. Et très en lien avec les adultes. Alors évidemment, le fait que ce soit inconnu, nouveau, inquiétant, parce qu'il y a cette dimension-là, la nature est pleine de dangers, d'obstacles et d'imprévus, mais ça met en lien justement, puisque les bébés, en tout cas à partir de 6 mois, vont vraiment regarder attentivement les réactions des adultes pour savoir comment se comporter. Est-ce qu'on peut ramasser une branche ? Est-ce qu'on peut toucher un insecte avec son doigt ? Et il y a eu des vraies rencontres avec des animaux, c'est-à-dire une rencontre avec une salamandre, c'est la première sortie. Rencontre avec des insectes, on creuse un peu la terre et on trouve que ça grouille, donc découverte de tout ce qui vit et qu'on ne voit pas, ce qui est très intéressant. Et puis toutes sortes de sons, le bruissement du vent, et puis les oiseaux évidemment. Et on se rend compte que petit à petit, les yeux, les oreilles, tous les sens commencent à s'aiguiser. Et pas de manière solitaire, c'est-à-dire que si quelqu'un entend quelque chose, un son nouveau, tout le monde s'accorde et se coordonne autour de cet événement, qui peut être tout petit. Et les enfants, comment ils réagissent justement s'ils ne regardent pas les parents ? Est-ce que tout d'un coup on voit qu'ils regardent du bon côté ? Est-ce qu'ils ont quel genre de réflexes ? L'exploration se met en place petit à petit, mais ils vont explorer. Il y avait beaucoup de joie, mais qui venait autant des adultes que des bébés. C'est vraiment ça, c'est comment on met en place ces rencontres. Après, il y a tout le travail qui est très réfléchi du côté des artistes. Parce que leur idée, c'est évidemment qu'on doit accompagner. Que justement, on peut pas juste aller se poser dans la nature. On peut. Et il y a des bénéfices, et plein de recherches montrent le bénéfice juste de s'asseoir 30 minutes par jour dans un espace vert. On sait que
Ça fait du bien. Mais là, le travail de ce projet, ça va un peu au-delà du contact simple avec la nature. Et ça vise vraiment la découverte et le partage, je dirais. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette idée que la culture n'est pas séparée de la nature et que la culture nous met en lien, a ce potentiel de nous rendre plus attentifs, de transformer notre attention à la nature. Mais qu'est-ce qu'ils demandaient, ces artistes, ou qu'est-ce qu'ils mettaient en place, ces artistes, pour les enfants dans la forêt ? Par exemple, ils apportent des objets sonores, des instruments de musique, et puis mais aussi ils apportent des livres. Donc il y a des temps de lecture. Mais ce que ça fait, la musique, la lecture, c'est que tout d'un coup, ça crée le silence. Enfin, on devient plus attentif au silence. Et dans ce silence-là, on entend qu'il y a en fait jamais du silence total. Mais du fait qu'ils se concentrent, en fait, voilà, conscient de ce qui se passe autour de nous, quoi, c'est d'une certaine manière. Oui, mais aussi le fait qu'on est en train de vivre quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre la voix de l'adulte qui lit et le son de l'oiseau qui chante. Ça devient lié, intriqué. Et c'est ce que j'ai pu d'ailleurs étudier donc, en analysant les enregistrements audio. C'est que c'est un peu comme une tapisserie. Ça devient un vrai paysage sonore. On appelle ça paysage sonore. C'est-à-dire que, oui, c'est pas comme si l'oiseau entend la voix et donc va chanter au bon moment, mais il y a des ajustements, des accordages entre les humains et les autres espèces qui se font assez, je pense que c'est totalement inconscient, intuitif, et pas encore bien compris. Mais on se met dans le rythme un peu, dans le rythme de la Terre, je dirais. Quels sont les bénéfices de la forêt pour le développement de l'enfant ? Est-ce que ça, vous avez pu faire un peu des recherches ou des constats ? Oui, alors après, donc ça, moi, le fait d'avoir fait ce travail-là d'observation, ça m'a ouvert tout un champ. Et avec l'année suivante, avec nos étudiants de master à la fac, on a monté une conférence qui a eu lieu à la Cité des Bébés. Et puis après de là, il y a eu une publication dans un livre de Sylvie Reyna, L'atout nature. Donc ça a démarré tout un travail d'analyse de la littérature sur ce qu'on sait sur l'enfant et la nature et au-delà du bébé. Et en effet, il y a pas mal de découvertes majeures. Découvertes notamment sur la restauration de l'attention. Donc les enfants qui passent plus de temps dans la nature ont de meilleures capacités de régulation de leur attention, meilleure performance dans la mémoire. Et puis, il y a un effet important sur le stress. Et ça va un peu ensemble aussi. Quand on est moins stressé, on est plus attentif. Voilà. Donc ça a des bénéfices, par exemple, sur les enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention hyperactivité, TDAH. Ça a été pas mal étudié. Et puis, sur la santé en général, il y a une étude récente sur les microbiotes. Sur 5 années, on a des microbiotes qui sont de meilleure qualité chez les enfants qui vivent près de la nature et qui fréquentent la nature. Bon, il va falloir mettre des forêts dans les villes pour soigner... Oui, on essaye là actuellement, il y a des politiques quand même assez importantes autour de la nature qui se mettent en place. Et de plus en plus dans les crèches, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de crèches maintenant qui remettent des vrais jardins avec des vrais insectes. J'ai vu aussi que vous disiez la coordination motrice, l'encouragement à l'intelligence créative, la capacité de concentration, vous l'avez dit, le contrôle des impulsions... C'est incroyable, la mémorisation, c'est ça aussi. Mémoire, ouais. C'est sûr que le fait d'être en extérieur est toujours une invitation à exercer une motricité plus coordonnée, déjà à bouger, à marcher, courir, sauter, grimper. Donc la nature, c'est un parc à ciel ouvert qui invite, un arbre invite à grimper. Alors tout ça n'est pas sans danger, mais c'est là que l'adulte joue un rôle essentiel, accompagner l'enfant dans ses prises de risques et à identifier les vrais dangers et l'encourager à aller au-delà de ces craintes qui sont là. Les bébés d'ailleurs, on sait qu'ils ont peur, par exemple, ils ont des réactions au bruit de danger naturel. Par exemple, feu, crépitement du feu, c'est un son qui inquiète même un bébé. Donc il y a une connaissance comme ça. C'est ça qui est assez étonnant. Ou une mémoire ancestrale ou quelque chose comme ça. On pourrait, oui. Alors mémoire ancestrale, ça renvoie à l'évolution de notre espèce, c'est-à-dire que
Ouais, c'est de l'ordre d'une mémoire ancestrale, ça fait pas longtemps qu'on vit dans des villes, c'est très récent, et ça fait pas longtemps que notre culture a une idée, cette idée de la nature. La plupart des cultures de la planète sont des cultures qui respectent la nature, et ça fait pas longtemps qu'en Occident, on a une culture qui s'est vraiment dissociée de la nature, qui se méfie de la nature, à vrai dire. Et cette méfiance profonde, on la transmet aux bébés, alors que eux ont une curiosité réelle, je pense. Et naturelle. Ouais, naturelle. C'est ce qui vous a le plus marqué, je crois que c'est justement que les enfants étaient plus attentifs que prévu d'une certaine manière. C'est ça, ouais. Et que presque ils peuvent guider l'adulte dans une attention vers la nature. Mais les tout petits sont très attentifs aux détails. On le sait au-delà de la nature, et quand on lit un livre avec un tout petit, ils remarquent tout de suite des petits détails. Ils vont entendre les différences si on ne lit pas de la même manière. Ils le font savoir. Et dans la nature, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'ils étaient... Vraiment, c'est eux qui allaient nous montrer. Là, il y a des insectes. Là, il y a une branche bizarre, une écorce. D'ailleurs, vous avez même rendu compte que le déficit de contact de la nature pouvait rendre les enfants malades, ou enfin, en tout cas, pouvait affecter un bébé. Oui. Alors, c'est pas moi, c'est d'autres chercheurs qui ont décrit une sorte de syndrome de déficit de contact de la nature qui a des effets sur la santé somatique et la santé mentale. Alors on sait qu'aussi il y a un lien avec la dépression. D'ailleurs, c'est les Japonais avec leur bain de forêt qui montrent que passer du temps dans la nature peut soulager les symptômes de dépression chez l'adulte. Donc oui, le déficit de la nature, ça doit faire effet boule de neige. Alors l'autre intérêt d'amener des bébés dans la nature, c'est qu'il y a un apprentissage très concret de ce que c'est que la nature. Le bébé va découvrir qu'il n'y a pas un insecte, mais il y en a des milliards, en tout cas des centaines dans son environnement. Et va être curieux donc de découvrir des insectes qui voient pas, qui vivent pas ici, qui vivent peut-être dans d'autres continents, etc. Mais ça va soutenir une connaissance de la biodiversité et sans doute plus tard un respect de cette biodiversité et l'envie peut-être de protéger l'environnement. Et ce qui vous a aussi, ce que vous avez beaucoup remarqué, c'est le plaisir du côté des adultes. Peut-être que même c'était éloigné sans s'en rendre compte, et que c'est peut-être un moyen de recréer aussi, ou de créer le lien parent-enfant, d'aller dans la nature ensemble. Tout à fait, ouais. Je crois que d'ailleurs le lien parent-enfant se fonde sur le plaisir partagé. Et la nature, pour tout adulte, est source de bien-être, c'est évident. Enfin, c'est prouvé, mais on n'a pas besoin tellement de le prouver, on l'oublie juste. Alors en effet, dans cette recherche, c'était particulier, c'était la période du Covid, alors tout le monde était ravi d'être dehors. Quand on pouvait. Ouais, mais là on pouvait justement. Donc ces parents qui venaient participer à ce projet étaient extrêmement joyeux et heureux. Alors c'est en pleine, c'était mars-avril, printemps, mais il faisait quand même froid. Des moments il pleuvait, mais je me souviens de moments de ravissement comme ça, écouter la pluie qui tombait. Et évidemment, des parents heureux, c'est forcément des bébés qui sont aussi heureux, et puis ça se nourrit. Et en quoi, Maya, le dispositif que vous avez conçu se distingue-t-il de recherches comparables ? Comme je disais avant, la plupart des études sur le développement du bébé ont lieu dans des laboratoires fermés. Donc, justement, dans des conditions pas très naturelles. À Nanterre, on a un Baby Lab, et notre identité, c'est vraiment de faire de la recherche écologique. Mais ce qu'on appelle écologique, c'est un peu plus naturaliste que dans les laboratoires. Et ce qu'on entend par écologiste, en fait, c'est d'aller étudier les bébés dans son environnement familial, naturel, c'est-à-dire à la maison ou à la crèche. Et alors, qu'est-ce qui rend l'exploration d'un environnement naturel si précieux pour l'enfant, à vos yeux ? C'est une source d'apprentissage multiple, qui coûte rien aussi. C'est multisensoriel. On a un lien, d'ailleurs, je dirais même avec une réalité virtuelle, mais littéralement, mais la vraie, quoi. Parce que un environnement naturel est fait de découvertes et donc d'invisibles. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, et puis ce qu'on commence à entendre et qu'on n'avait pas entendu au départ, et ce qu'on va commencer à voir parce qu'on soulève, parce qu'on découvre. Et ça, c'est tout ce monde qui va nourrir l'imaginaire.
Donc là, on est vraiment entre le réel et le virtuel, c'est-à-dire l'imaginaire. Il y a une belle jonction pour les bébés. Donc, pour moi, il n'y a que du bénéfice. Je commence à me dire, mais comment a-t-on pu être aussi aveugle de ne pas voir ça ? Comment a-t-on pu élever des bébés dans des crèches où ils passent la journée à l'intérieur et où, quand ils vont à l'extérieur, c'est dans du bétonné ou dans du faux gazon là en plastique. C'est incroyable quand même. Donc vous militez pour ramener du vert un peu partout, c'est ça ? Il y a un côté militant chez moi qui ressort là, quand j'ai commencé à faire ce travail. Oui, je dirais que ça m'a animée au niveau politique. J'ai l'impression qu'il y a même les professionnels, non ? Ça leur a apporté quelque chose aussi, les professionnels de l'enfance, de s'occuper des enfants à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer à ce sujet ? Oui, alors là, donc ce projet Forêt des Merveilles continue depuis 2020. L'année suivante, je crois déjà, impliquait donc des professionnels, des assistantes maternelles et des EJE, je pense des éducatrices de jeunes enfants. Alors moi, j'ai moins suivi parce que le projet s'est terminé, mais je suis toujours en contact avec l'équipe et avec Vincent Vergogne, et de ce que j'en sais, en effet, il y a des témoignages très forts. Ça vient nourrir leur travail au quotidien, même dans la crèche, en intérieur. Et d'ailleurs, donc à Nanterre, comme je vous disais, ça nous a, nous aussi, beaucoup inspiré, et on continue. Cette thématique se développe dans notre labo. Et l'année prochaine, on va commencer une autre recherche-action dans des crèches dans la région de Roissy, Pays de France, donc près de l'aéroport Roissy. Donc on a 4 crèches qui vont travailler avec nous sur la perception de paysages sonores et le rapport à la nature dans leur crèche. Donc on va faire ça pendant 2-3 ans. Voilà, donc il y a encore beaucoup à découvrir en effet. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer justement aux professionnels de l'enfance et aux parents suite à votre étude ? C'est très très simple. Que dès la naissance, dès que possible, prendre ce temps de marcher dans la nature. Alors il y a le rythme de la marche qui est lié au rythme de la Terre, à la rotation de la Terre, notre corps. Et le bébé a été bercé par le rythme de la marche in utero, donc c'est un rythme extrêmement apaisant. Donc pour les parents, je dirais, dès que l'occasion se présente, mais tous les jours, il faudrait quand même passer un moment dehors. Et puis suivre, être attentif à l'attention des tout-petits, s'intéresser avec eux aux odeurs, aux couleurs, aux sons, et être vraiment sensible à leur intersensorialité et au fait que ça travaille leur imaginaire tout le temps. Il y a comme une intelligence primitive chez les enfants. Et c'est pour rappeler un peu à leurs parents ça, ou pour que les parents justement se reconnectent peut-être Oui, ils ont leur intelligence, les parents ont leur intelligence, et on a beaucoup de communs. Et je crois que le plaisir de la nature et la connaissance, le sentiment de pouvoir être connecté à la nature est très présent chez le tout petit. Il est un petit peu oublié chez l'adulte, mais il n'est pas très loin. Je crois qu'il suffit de passer une journée à pique-niquer dans la nature. Tout le monde se sent un peu reconnecté. Donc, s'autoriser à se reconnecter avec le tout petit. Et pour les professionnels, je dirais peut-être un peu militer, y aller. Et je pense que c'est le moment. Voilà, on sait que le nombre d'insectes chute de 80% là, sur la planète. Donc, allons-y, n'ayons pas peur. Il faut un petit peu se dire que on a eu tellement peur de la nature au cours des derniers siècles qu'on s'est coupé de la nature. Or, il faut avoir un peu peur de la nature, mais cette peur, elle est très intéressante et utile, et il faut en parler, partager. Et vous trouvez que les politiques ou les pouvoirs publics avancent sur ce sujet ? Justement, vous avez été membre de la commission des 1000 jours. Est-ce que vous en avez parlé justement de l'importance de la nature avec vos camarades ? Oui. Alors, dans cette commission d'experts, c'était un sujet. C'est un sujet qui a été abordé. Il y a des changements. En effet, ça porte ses fruits. Alors, c'est pas forcément rapide, mais il y a tout un travail. Alors, il y a ce travail qui était vraiment au niveau du gouvernement central, qui a émis des préconisations. Mais il y a aussi un travail extraordinaire, capillaire au niveau des associations. Et il y a des régions de France où des crèches qui font un travail vraiment militant et très activiste, militant. Et puis, les référentiels commencent à changer, à s'assouplir. Donc, on a le droit maintenant d'avoir un vrai jardin avec de la terre. Voilà. Dans les crèches, il y a toujours des règles, évidemment, de hygiénistes, parce que
il faut faire attention. Évidemment, on peut attraper des maladies, il y a des bactéries, il y a des piqûres d'insectes, il y a des réactions inattendues chez les tout petits, voilà. Mais je pense que ça change. Mais ça ne changera pas si on attend que ça vienne du haut. D'où l'idée d'être un peu militant de la Terre, quoi. Oui, tout le monde. Les bébés le sont. Enfin, c'est nos compagnons, quoi. Ils sont là pour nous accompagner dans cet activisme joyeux. Merci beaucoup Maya Gratier d'avoir été avec nous pour cet épisode. Vous pouvez lire le livre L'Odyssée des 1000 jours que vous avez coécrit avec Valéria Lombroso, qui a été paru en 2022. Comme ça, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur ce sujet. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour d'autres épisodes d'Accouche et après, le podcast de la Fondation Mustela qui raconte l'enfance et ses grands enjeux. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustela.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.